Reims en Champagne. C'est d'ici, la Cité des Rois, que nous avons choisi de suivre le GR 654, qui est aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour nous rendre à Vézelay, en Bourgogne. Ce haut lieu de pèlerinage sera notre terminus. Entre les vignobles champenois et les coteaux bourguignons, dans ces beaux paysages, nous avons visité des lieux parfois insolites et fait de rencontres atypiques. La cathédrale marque le départ de notre parcours. Datant du XIIIe siècle, Notre-Dame de Reims est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. C'est ici que presque tous les rois de France ont été sacrés. Pour cela, on appelle Reims la cité des sacres. Nous admirons dans ce lieu de culte les magnifiques vitraux de grands artistes comme Chagall, qui subliment la lumière, dans une architecture gothique des plus belles de France. Au milieu des touristes, des pèlerins de Compostelle viennent faire valider leur carnet de route, la crédentiale. Peut-être les croisons-nous sur notre chemin. Un dernier regard sur les 2303 statues qui ornent la cathédrale, et c'est sous l'œil de Jeanne d'Arc que nous partons à travers Reims. Sur le bord du canal de l'Aisne à la Marne, nous trouvons notre première balise. Nous sommes sur la bonne voie. Nous suivons ce chemin le long du canal, très fréquenté des Rémois et des péniches. Notre promenade nous conduit vers un château, un établissement mythique au cœur de Reims. Construit en 1904 par le marquis de Polignac, il est discrètement lové dans un parc de 7 hectares à la végétation verdoyante. À l'intérieur, un restaurant. Une table de prestige dans un lieu décoré de meubles rares, dans une atmosphère très française. En cuisine, le chef, c'est Philippe Mille. En 2009, il a reçu les titres de Bocuse de bronze et champion de France de cuisine artistique. En 2011, il obtient le titre suprême pour un chef, meilleur ouvrier de France. Pendant 15 ans, Philippe Mille a fait ses armes dans les plus prestigieuses maisons, comme le Meurice, le Ritz, la Serre et autres. Philippe recherche les produits locaux au goût et aux saveurs d'antan pour recréer une cuisine authentique. Pour moi, le futur de la cuisine, c'était la cuisine d'il y a peut-être 100 ans. Si on revient vraiment sur les bases, sur le goût, le produit en lui-même, quoi. Pour faire découvrir aux clients, justement, retrouver ces parfums qu'il a peut-être goûté il y a 30 ans, mais qui se souvient, il dit « Waouh, c'est vrai que j'avais oublié, une tomate, c'est pas une tomate anodine qui a un goût d'eau, c'est une tomate aussi qui a beaucoup de parfum, un peu sucré, beaucoup de goût, voilà, c'est important. » Avant de partir, Philippe nous offre une recette qu'il affectionne et qui fait la joie de ses clients, le cabillaud façon Philippe et au champagne. Là, on va vous préparer un petit dos de cabillaud en habit noir. Donc ça va être pané dans les champignons qu'on a récupérés dans la région, qu'on a fait sécher nous-mêmes, et puis qu'on a réduit en poudre. Et on va juste le paner, le rouler dedans. Voilà. Donc on a nos endives, on va juste lever la partie la plus dure, en fait, la plus ferme. Et puis on va la farcir avec notre champignon de Paris et notre jambon des Ardennes, jambon sec des Ardennes. Voilà. Et puis ensuite, on va les mettre à griller à la cheminée. Voilà. Et elles vont griller tout doucement, tout seul. Donc là, on a mis les jaunes d'œufs avec un peu de champagne, ni plus ni moins. Et puis là, on va monter un sabayon. C'est-à-dire qu'on va fouetter et on va le cuire tout doucement sur la plaque. Donc ça sert vraiment en complément. Ça peut être le côté gras qui va faire la gourmandise sur le cabillaud et qui va être nacré, lui, un peu plus rôti. Et ça va arrondir un peu ce poisson, en fait. Donc là, on a une petite sauce. Donc on a fait du jus de viande. Dans ce jus, on va juste y rajouter du vinaigre de Reims pour acidifier légèrement ce jus, qui soit un peu plus agréable à goûter avec ce cabillaud. Voilà, après il va nous rester à cuire le poisson. On va juste y mettre un petit papier cuisson pour éviter que ça colle de trop au fond du plat. Donc là on voit que le beurre commence à prendre une petite coloration. On va y ajouter notre morceau de cabillaud. Et là voilà, on va l'arroser et le cuire tout doucement. Voilà. Allez, 2 cabillauds s'il vous plaît.
Il est temps pour nous de quitter la ville de Reims pour les coteaux de Champagne. Nous arrivons au village de Verzy. Les randonneurs du club Rando Reims sont là aussi, en balade. Nous décidons de les suivre et de faire un bout de chemin avec eux. Nous sortons du village car ils veulent nous montrer une particularité de Verzy, les faux de Verzy. Direction la forêt domaniale qui surplombe le village. Dans cette forêt de hêtres, certains ont des formes étranges, recroquevillées sur eux-mêmes, comme d'immenses bonsaïs. On les nomme les faux. Ces hêtres tortillards sont plus d'1 millier. C'est la principale réserve de faux mondiale. Le mystère de ces hêtres est entier. Autrefois, on parlait de punition divine, de magie, de malédiction, et même l'on disait que la forêt serait habitée par des démons. Malgré tout, ces arbres étranges sont depuis des décennies protégés et soignés. Grâce à eux, une ambiance particulière règne dans la forêt. Nous voilà maintenant dans les vignes de Verzenay. Ici, on ne produit que du champagne, et cela depuis le 9e siècle. Là, nous faisons la connaissance de Delphine, qui s'affaire dans les rangs. Elle inspecte les pieds et prépare sa vigne pour la prochaine vendange. Delphine nous propose de découvrir les caves familiales, suivies d'une petite dégustation de champagne, une invitation qui ne se refuse pas. Delphine et son frère Éric ont repris l'entreprise familiale depuis 10 ans. Mais cela fait plus de 250 ans que la famille Rousseau élabore du champagne à Verzenay. On travaille avec des cépages traditionnels, les cépages de Champagne, Pinot Noir et Chardonnay. Le Pinot Noir va nous donner des vins assez corsés, assez ronds. Le Chardonnay va nous apporter une petite note fruitée, une petite acidité qui va donner un bon équilibre au vin, puisque dans la majorité de nos assemblages, on va retrouver entre 20 et 30% de Chardonnay et le reste en Pinot Noir. Delphine et Éric exploitent 8 hectares de vignes. 60% de leur récolte est vendue à de grandes maisons de champagne, mais le reste leur permet quand même de produire 40 000 bouteilles de champagne grand cru sous leur propre nom. On compte environ 2 ans entre le moment où on va le récolter effectivement et le boire, et même plus d'années si on se réfère en fait aux assemblages, puisque l'assemblage c'est l'essence même du champagne, c'est mélanger plusieurs années, plusieurs cépages afin d'obtenir un vin toujours de qualité identique. Et comme toutes les visites de cave, cela finit par une dégustation. Mais à Verzenay, sur les coteaux dominant le village, un phare se dresse. Un phare sur la montagne de Reims. Nous décidons d'en savoir plus. Il a été érigé en 1909 par un négociant en vin, en fait, un vigneron, qui voulait promouvoir son champagne d'une façon originale. Et donc il a érigé un phare au milieu d'une mer de vigne, c'est ce qu'il disait. C'était Joseph Goulet. Et il y a bâti sur le site un restaurant, une guinguette, un théâtre de plein air. Et donc Rémois et Sparnassiens venaient ici avec le train qui s'appelait le CBR à l'époque, la compagnie des chemins de fer de la banlieue rémoise, venait sur le site faire la fête, boire le champagne Joseph Goulet et monter en haut du phare. Lors de la Première Guerre mondiale, le phare est en partie bombardé car il sert d'observatoire. Toujours debout, envahi par la végétation, il restera oublié jusqu'au début des années 90. Le parc naturel régional de la montagne de Reims et une collectivité le restaurent et fait de lui en 1999 le musée de la vigne. Ce n'est pas un musée traditionnel comme on peut l'entendre, c'est un centre d'interprétation, donc on l'appelle le phare. Alors une visite du musée dure 1h30. Elle est audio-guidée. Et on aborde différents thèmes sur le terroir de Champagne et la vigne. C'est une visite qui est pédagogique à la fois et on garde effectivement le ludique. Nous quittons la montagne de Reims pour rejoindre Châlons-en-Champagne, la préfecture de la Marne. Cette ville ne manque pas d'attrait de par son architecture et ses monuments.
Pour quelque temps, nous devenons des touristes et découvrons la ville. Face à la statue de Jean Talon, le premier intendant de la Nouvelle-France, le Québec, se dresse la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux, qui est aussi un point de passage pour les pèlerins de Compostelle. Puis notre chemin passe par la Haute-Marne, près du plus grand lac artificiel d'Europe, le lac du Der. Avec près de 50 km² et 350 millions de mètres cubes d'eau, ce lac, créé en 1974, est d'abord un réservoir pour que Paris ne soit pas inondé en hiver et ne manque pas d'eau en été. Mais pour le réaliser, il a fallu sacrifier d'abord 3 villages et déplacer ses habitants. En 1999, à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, un musée a été créé pour retracer la vie des 3 villages engloutis. Certains bâtiments des anciens villages ont été démontés et remontés ici. Alain, son directeur, fait partie de ceux qui sont à l'origine de ce projet. Dans la cuvette, il y avait 3 villages qui ont été engloutis. Le village de Champ-de-Coq, celui de Champaubert-au-Bois et celui de Nuisement-au-Bois. Quand on a créé le lac, tous les bâtiments des 3 villages ont été détruits par le feu, sauf quelques bâtiments, dont cette église, démontée pièce par pièce et reconstruit à environ 4 km de l'endroit où ils étaient à l'origine. Chaque année, des anciens habitants des villages engloutis viennent dans cette petite église où une messe leur est donnée. Cette église représente pour eux un lieu du passé. Certains s'y sont mariés, d'autres y ont été baptisés. Ils renouent ainsi avec leurs souvenirs d'antan afin de ne pas les oublier. Les années passant, le lac du Der est devenu un lieu de vacances et de loisirs. Avec ses 77 km de rivage, il a mérité le nom de « la mer en Champagne ». Malgré le tourisme, le lac est aussi un site ornithologique de renommée internationale. En l'espace de 40 ans, la nature en a fait un écosystème original, tout nouveau. Et puis on peut calculer la richesse de cet écosystème en comptant le nombre d'oiseaux qu'on peut observer à l'année. Et on est à plus de 263 espèces observées par an. Avec bien évidemment l'oiseau emblème du lac, c'est la grue cendrée, avec quasiment plus de 100 000 oiseaux qui passent à chaque voyage de migration. Nous voici dans l'Aube, au village de Soulaine. Ici, le trésor, c'est la terre, c'est l'argile de Soulaine. Au début du XXe siècle, l'argile faisait vivre 110 tuileries dans la région. Aujourd'hui, la tuilerie artisanale de Jean-Louis est l'une des 2 dernières à exister. La tuilerie existe depuis 1850, donc je suis la 5e génération et on utilise le matériel de la 3e génération. L'argile, on la puise à 1 km dans le finage de Soulaine et elle revient dans la fosse pour la fabriquer. Ensuite, elle est moulée au travers d'une machine qui date de 70 ans, une mouleuse. Mise à sécher. La terre, il faut qu'elle sèche pendant 3 semaines. Ensuite, une fois que tout est bien sec, on enfourne les pièces donc, dans le four que vous voyez derrière moi. Un des derniers plus grands fours de France où on cuit au bois et au charbon. On enfourne 50 000 pièces à la main. Quand c'est cuit, ça change de couleur, parce que la terre, elle contient de l'oxyde de fer, et c'est l'oxyde de fer qui réagit sous la cuisson. C'est une terre cuite naturelle, on ne rajoute absolument rien dedans. Jean-Louis connaît aussi les techniques ancestrales. Agréé par les Monuments de France, il a participé à de nombreuses restaurations, comme le baptistère Saint-Jean à Poitiers, où il a dû recréer des carreaux datant du IVe siècle. Les architectes le savent, cet artiste potier est capable de travailler à la demande sans limite de quantité. Ça peut être 10 briques, 100 briques ou 100 000 briques. L'argile de Soulaine a encore de beaux jours devant elle. Une nouvelle demande apparaît. Les briques de terre crue deviennent très prisées dans les constructions écologiques. Notre route maintenant nous entraîne dans l'Yonne, en Bourgogne, dans la petite ville de Tonnerre. Dans la vieille ville, un lieu insolite nous attend. Là, sur le chemin des pèlerins,
Incrusté au milieu des maisons, il y a un gouffre mystérieux d'où jaillit une eau bleue toute l'année. C'est la fosse d'Yonne et nul ne connaît l'origine de cette source. Ce n'est pas une source de type résurgente. On l'appelle une source vauclusienne. Alors, on pense que ça vient des infiltrations d'eau dans les roches, un petit peu partout, mais en tout cas, pas de source aux alentours, puisqu'elles ont été teintées et rien n'est ressorti. Donc, ça fait partie du mystère de la fosse d'Yonne. Lors de plongées souterraines, les spéléologues n'ont pu aller plus loin que 360 mètres de longueur et 60 mètres de profondeur. Les étroitures de la galerie, l'argile en suspension, la force du courant et surtout la profondeur les ont fait renoncer. Ces dernières années, lors de différentes tentatives, 3 plongeurs ont péri. Depuis, les plongées sont interdites. Les légendes demeurent. Ce serait une entrée de l'enfer. Il y aurait aussi le basilic, et ce serait peut-être lui qui aurait causé leur perte. Le basilic, c'est un serpent mythique qui foudroie ceux dont il croise le regard. Donc la fosse d'Yonne tue, le basilic est censé être au fond du gouffre. Et quand on s'approche... Cette vieille croyance a sûrement quelque chose de bon, car elle tient les enfants de tonnerre à distance. Mais le secret de la fosse d'Yonne reste entier, et cela pour très longtemps encore. Nous reprenons la route dans la campagne bourguignonne. Pas loin de Tonnerre, à Molhomme, nous sommes attirés par de drôles d'oiseaux. Nous sommes ici dans une ferme pédagogique. Les animaux de la ferme sont bien tous présents. Dans un enclos à l'écart, Josiane, la propriétaire, a pour son plaisir choisi d'élever des animaux pour le moins peu communs. Ce sont des émeus, de la même sorte que les autruches. Pas originaires du même pays, c'est-à-dire que ceux-là sont originaires d'Australie. C'est un oiseau, je veux dire, que je trouve très, très original et pas du tout agressif, contrairement, je veux dire, éventuellement aux autruches qui sont beaucoup plus grosses et le mâle est plus agressif. C'est en visitant un élevage que Josiane a craqué pour ces émeus. En 1999, elle en acquiert 16 et tous se sont très bien adaptés au climat bourguignon. Ce plus grand oiseau du monde, après l'autruche, mesure entre 1,50 m et 1,90 m, pèse de 30 à 45 kg, peut courir jusqu'à 55 km/h et surtout n'est pas un animal fragile. Il peut vivre entre 40 et 50 ans. Et ce gentil volatile a une particularité, il exprime ses émotions par de curieux sons. C'est un peu comme un tam-tam, c'est parce que leur peau c'est un cuir et donc ils mettent de l'air dans leur gorge et c'est ça qui fait comme une vibration. Ici, les prochains locataires seront des lamas ou des alpagas. Le GR 654, notre chemin de randonnée, repasse par les vignes, mais ici, ce sont celles de Chablis. Gilles et son fils Romain font leur inspection journalière. L'été est en avance, le raisin mûrit vite. Cette année, les vendanges vont être précoces. Regarde, Romain. La fleur est terminée. On va encore faire un demi-millésime. Nous les suivons afin d'en savoir plus sur ce vin blanc, l'un des plus connus au monde. Le domaine Collet est connu à Chablis depuis plus de 200 ans et de père en fils, on travaille la vigne. Le Chablis, c'est uniquement du vin blanc, issu d'un seul cépage qui est le chardonnay. C'est un vin blanc sec qui s'accompagne avec les poissons ou les crustacés, par exemple des Saint-Jacques ou même des asperges vertes en entrée, ou des huîtres pour le petit Chablis. Bon, le vignoble de Chablis comprend 5500 hectares et il y a 19 communes aux alentours de Chablis qui ont droit à l'appellation. Le petit Chablis est l'une des 4 appellations du terroir. Il y a aussi le Chablis premier cru et le Chablis grand cru. Gilles et Romain exploitent 40 hectares et travaillent les 4 appellations. Mais si le Chablis est si différent par rapport aux autres vins blancs, cela vient surtout du sol. On a des terres assez calcaires avec une spécificité, c'est le chimérigien, ce sont des huîtres fossilisées. Et c'est grâce à ça qu'on va retrouver la typicité, la minéralité des vins de Chablis.
Chablis, on est en monocépage, cépage chardonnay. Du chardonnay, il s'en plante dans tous les pays producteurs du monde. Et il n'y a qu'à Chablis où on arrive à retrouver cette minéralité, cette tension dans les vins. Le Chablis est le vin blanc le plus copié et contrefait au monde. Partout, le nom Chablis est devenu synonyme de vin blanc. Aux États-Unis, par exemple, demandez un verre de Chablis et l'on vous servira un verre de vin blanc, mais ordinaire. Conscients de sauvegarder le patrimoine, Gilles et Romain partagent tous deux l'idée d'une agriculture raisonnée. Déjà 8 hectares de vignes sont en bio. Et pour cela, Romain étudie toutes les possibilités, comme élever un vin plus longtemps, afin d'avoir une stabilité naturelle sans nuire à la qualité. C'est sympa, c'est bon. Encore un peu sur lisse. Il n'y a plus beaucoup de vignes. Le chemin des vignobles nous amène à quelques kilomètres de là, à Auxerre, la 4e grande ville de Bourgogne. Nous traversons la vieille ville afin de nous rendre à un lieu bien connu des randonneurs, la Maison des Randonneurs. Une bonne adresse au cœur de la ville. Ici, on peut poser ses sacs à dos, ses vélos et faire une pause avant de repartir. Le gérant, c'est Laurent, et il est ici depuis sa création en mai 2006. En fait, c'est l'idée d'un élu de la ville d'Auxerre, Jean-Paul Rousseau, qui a lui-même fait le chemin de Saint-Jacques, et puis qui s'est rendu compte que la ville d'Auxerre offrait pas une bonne prestation aux pèlerins. Il y avait des pèlerins il y avait plusieurs centaines de pèlerins qui traversaient la Bourgogne, et puis à Auxerre, ils ne recevaient pas un accueil digne d'une préfecture. Alors donc, Jean-Paul Rousseau s'est démené pour trouver un budget et puis réaménager ces bâtiments qui avaient avant une affectation différente. C'est dans l'ancien lieu de résidence du scientifique et ministre Paul Bert que la Maison des Randonneurs a été créée. Tout ça dans un parc public de 6000 m² au cœur de la ville. Alors maintenant, c'est un gîte d'étape de 25 places, 8 chambres, 25 places. Les pèlerins qui arrivent ici sont très très agréablement surpris de trouver un tel niveau de prestation. Les gîtes d'étape avec les dortoirs, avec 15 filles d'un côté et 15 garçons de l'autre, pile poil au milieu, c'est terminé. Maintenant, toutes les chambres ont une salle de bain. C'est de nuit maximum. Alors, c'est vrai qu'on est placé en centre-ville. C'était une volonté de la municipalité de ne pas faire de concurrence aux hôtels. Les pèlerins débarquent à l'improviste et on doit, généralement, on leur a réservé, on garde toujours 1 ou 2 lits pour les pèlerins de passage. Nous décidons aussi de passer la nuit dans ce superbe gîte et nous aurons même droit à une chambre avec vue sur le parc. Après une bonne nuit de repos, notre parcours vers Vézelay nous emmène à Méry-sur-Yonne. Et là, nous décidons de prendre de la hauteur sur les rochers du Saussois. Dominant Lyonne et le hameau du Saussois, avec leurs 50 mètres de haut, ces falaises de calcaire font la joie des écoles d'escalade. Ce site est reconnu pour être un haut lieu de l'escalade internationale. Mais nous voulons juste admirer le magnifique panorama. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Les randonneurs du club Terre de Légende ont eu la même idée que nous. Notre dernière étape, c'est Bazarnes, à 30 km de Vézelay. Ici, il y a un petit restaurant très connu pour sa carte, faite uniquement des spécialités bourguignonnes et préparée comme à la maison. Pour Nicolas le cuisinier, le terroir n'a pas de secret et les clients raffolent surtout de son bœuf bourguignon. Aussi, il concocte toujours avec la sauce une petite entrée traditionnelle et bien classique en Bourgogne, les œufs en meurette. Je vais vous faire des œufs en meurette. Spécialité bourguignonne, c'est des œufs pochés dans du vin rouge avec la sauce bourguignonne. On attend que le vin rouge soit à frémissement, verse les œufs dans le vin rouge. Donc, pendant la cuisson, on peut vérifier. Donc, ce qu'il faut, c'est juste que le blanc soit cuit, le jaune reste liquide. Ça avec un petit peu de persil. Reste plus qu'à apprécier, comme tout le monde. Notre chemin de Compostelle arrive à Vézelay, la fin de notre parcours.
C'est un village médiéval perché sur une haute colline que l'on appelle la colline éternelle. Avec moins de 500 habitants, Vézelay reçoit des visiteurs qui viennent du monde entier pour une chose, la basilique Sainte-Marie-Madeleine. 1 million de personnes franchissent ses portes chaque année. Au Xe siècle, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, la première à qui le Christ ressuscité est apparu, sont apportées à Vézelay. La basilique est alors construite. Immédiatement, les pèlerins du monde entier s'y rendent. Ce chef-d'œuvre d'art roman est l'un des tout premiers à avoir été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Si un homme connaît bien l'histoire de ce lieu, c'est Monseigneur Tricard, le recteur de la basilique. De plus, c'est un enfant du pays. Ici, il a même été enfant de chœur. Il y a une attirance lorsque les gens font, c'est une expérience, si je puis dire, une expérience spirituelle, et qui fait que, qu'ils soient croyants ou non croyants, il y a quelque chose qui passe. J'ai fait une petite chapelle dédiée entièrement à Saint-Jacques pour que les pèlerins viennent prier à cette chapelle de Saint-Jacques. Et puis, ils peuvent se recueillir. Ils viennent le matin après l'office. Un événement d'une grande intensité a eu lieu dans la basilique à la fin de la dernière guerre, en 1946. Une croisade de la paix fut organisée afin de réunir 14 pays européens engagés dans la guerre et par cela sceller l'amitié des peuples. Chaque pays a fait porter une croix par ses pèlerins à Vézelay. Quand des prisonniers allemands, captifs dans la région, ont eu vent de cet événement spirituel, ils ont demandé à se joindre à la procession et d'amener aussi leur croix. Plus de 30 000 personnes s'étaient déplacées pour la procession. Ce jour-là, Monseigneur Tricard était un enfant et il se souvient. Les 14 croix sont arrivées, puis soudain, à l'émotion générale, on a vu arriver les prisonniers allemands avec leur croix. Et cette croix est là toujours au milieu de nous. Et tout récemment encore, les autorités françaises et allemandes sont venues se recueillir dans cette croix de la réconciliation. Mais la basilique n'est pas juste un lieu de visite et de pèlerinage. Elle est avant tout une église. C'est une église paroissiale avec toute l'activité paroissiale. Se marier à Vézelay, beaucoup de gens, si j'écoutais toutes les demandes, je marierais toute la France, et bien au-delà. Mais avant de partir vers d'autres aventures, il ne faudrait pas oublier l'essentiel et le plus vénéré dans ce lieu, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, conservées dans cette crypte sous la basilique.